Merci d'être là parmi nous aujourd'hui, merci d'être aussi nombreux. Alors je me présente, je m'appelle Jamila, pour ceux que je rencontre pour la première fois. Je suis formatrice ici en alphabétisation au CEDAS. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au CEDAS et surtout très heureux de partager avec vous ce moment de lecture. Alors un moment de lecture qui a été préparé et organisé avec Sylvie de l'ASBL Âge et Transmission, qui a été notre partenaire aujourd'hui. L'année dernière, nous avons participé à un groupe multiculturel. Nous racontons nos vies. Au CEDAX, animé par l'ASBL Âge et Transmission. Nous sommes d'origine guinéenne, belge, marocaine, italienne, tchèque et française. Pendant 10 réunions, nous avons partagé nos histoires de vie. Pourquoi? Pour vivre des rencontres humaines, riches, authentiques, pour essayer de dépasser les idées toutes faites qu'on peut se faire les uns sur les autres. Bref, pour vivre une expérience où on ne reste pas entre soi, mais on se mélange. Nos paroles ont été retranscrites dans un cahier. En voici une sélection lue par certains d'entre nous. Attention, nous ne lisons pas nos propres témoignages, mais ceux des autres, qu'ils soient hommes ou femmes. Glissez-vous dans la peau de chacun et chacune de nous et écoutez les histoires vraies que nous allons vous conter. Je m'appelle Patricia, je suis née en 1948 de parents tchèques. Quand il y a eu l'invasion russe, ils se sont fuis vers la Belgique. Mon père est parti au Congo pour travailler pour Lyon Minière. Je suis née là-bas, j'ai été agressée 2 fois à Bruxelles par des personnes étrangères. Je viens ici pour dépasser ces transmatismes et mes préjugés. Je m'appelle Latifa. Je suis née au Maroc en 1962. Avec mes enfants, je ne parle pas beaucoup, car ils sont occupés par leur travail. C'est pour ça que je suis là, pour me souvenir. Je m'appelle Michel. Je suis née en 1950 à Ixelles. Mes parents étaient d'origine très différente. Mon père, belge, était le fils d'ambassadeur et ma mère, juive, anglaise, était d'origine ukrainienne. Je suis ici pour refaire des contacts sociaux. Je m'appelle Aïcha. Je suis guinéenne, née en 1985. Je me suis mariée jeune, à 14 ans. Je suis contente d'être ici pour pouvoir exprimer ce que j'ai gardé dans mon cœur. Il y a des choses dont nos parents ne nous parlent pas. Il y a des sujets tabous. Je m'appelle Marielle et je suis française, née en 1953. Je viens d'une famille traditionnelle de 10 enfants. J'ai épousé un Belge et je lui suivais en Belgique. Je me suis inscrite dans le groupe car j'aime rencontrer des personnes différentes de moi. Je m'appelle Saïdou. Je suis née en 1979 en Guinée. Quand j'ai eu 10 ans, mon père m'a forcé à me marier à mon cousin. Il avait 9 ans. Je suis venue en Belgique pour protéger ma fille de l'excision. Je m'appelle Serge. Je suis bruxellois, né en 1952. Mon épouse actuelle est marocaine, musulmane, pratiquante. Ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Le contact, ça m'a permis de me situer. Je m'appelle Sanae. Je suis né en 1989 au Maroc. J'ai la nostalgie de mon enfance parce que j'étais insouciante. Je m'appelle Lydia. Je suis née en 1950 en Sicile. J'habite à Saint-Josse, une commune où il y a beaucoup de nationalités différentes. Mais je trouve qu'il y a peu de contact entre les communautés. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu
papa, hey. J'avais 6 ans quand on a acheté une petite maison à la campagne, à Rhodes-Saint-Genèse. J'y étais très heureux, mais trop seul. J'étais un enfant unique et j'avais peu d'amis. Je suis née en Sierra Leone. Ma grand-mère maternelle a eu 7 enfants et on vivait tous avec elle. Sauf mon père qui habitait en Guinée, car il avait une autre femme là-bas. Ma grand-mère maternelle était commerçante. Elle avait un restaurant connu dans tout le pays. Elle m'a appris beaucoup de choses sur le métier. Quand les gens me voyaient derrière la caisse, ils disaient à ma grand-mère « Mais ils vont la voler !» Et ma grand-mère répondait toujours « J'ai confiance en elle. » J'avais le sens du commerce. Mon grand-père m'a toujours félicitée parce que j'étais meilleure que les garçons. Ma grand-mère nous invitait souvent pour un repas ou pour passer l'après-midi. Elle nous gâtait. On regardait les albums photos de la famille. Ça nous amusait de voir comment ils étaient habillés à l'époque. On riait énormément. On écoutait des chansons. On écoutait ses histoires. Parfois, on allait au cinéma. Mais elle n'aimait pas quand il y avait une scène de baiser entre un homme et une femme. Elle nous disait « Ne dites pas à vos parents ce que vous avez vu. » Quand j'étais petite au Maroc, j'allais chaque samedi à la campagne chez ma grand-mère maternelle. On allait tous ensemble, en famille, en car. On mangeait bien chez elle. Je jouais beaucoup avec la fille de ma tante et fabrique des jeux nous-mêmes, car, par exemple, des poupées en bois. Mon père était quelqu'un de très doux. J'étais sa préférée. Pour un Sicilien, il était très moderne, car il disait que sa fille devait faire des études. Mon père a été très présent, il s'occupait de l'éducation des enfants, prenait des décisions pour l'école. À un moment donné, dans ma scolarité, j'ai dit à mon père que je voulais arrêter l'école. Il m'a donné son accord à condition de terminer mon année scolaire. Pendant les grandes vacances, il m'a fait travailler 1 mois dans un bureau. Ensuite, il m'a dit... Tu continues ? Non, je reprends l'école. Je n'ai pas connu mes parents, mes grands-parents en Guinée. Un jour, j'ai trouvé une photo de ma grand-mère. Je me suis dit, ce n'est pas vrai. Elle est blanche. Elle avait la peau brun clair. Elle était jolie. Elle avait de longs cheveux lisses. J'ai demandé à ma grand-mère de me raconter son histoire. Toi, tu poses trop de questions. Les enfants ne parlent pas comme ça. Et finalement, ma mère m'a raconté. Mon grand-père était intelligent, mais dans le village, on n'aime pas les gens intelligents. Les villageois craignaient qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils dirigent tout le village. Alors, à la mort de ses parents, mon grand-père déménageait. Elle est partie dans un autre village où les gens ont la peau claire. Elle a rencontré ma grand-mère et elle est mariée avec elle. Un souvenir marquant. Petite fille, je rêvais d'avoir un appareil photo. Ma mère ne comprenait pas. Elle me disait que c'était un truc d'homme. On n'avait pas beaucoup d'argent car maman était veuve. Le jour de mes 16 ans, une grande boîte de chaussures m'attendait. Quand je l'ai ouverte, il y avait un appareil photo Minolta à l'intérieur. À l'école du Sacré-Cœur, il ne fallait pas que je dise que je prenais des photos, car les sœurs auraient pensé que j'allais capter le diable, que j'étais narcissique. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Aujourd'hui,
Tout le monde a un appareil photo, mais à l'époque, ça coûtait cher. Et il fallait réfléchir, économiser, calculer ce qu'on prenait en photo. La valeur des choses a bien changé. Tu sais ce qu'on dit, y a pas d'amour, y a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh terminé de douter pour une fois. En avant, je suis tombée amoureuse d'un garçon dont le père était très riche, mais ça ne rentrait pas dans la balance. Car pour moi, le plus important, c'est qu'il était beau. Un jour, je suis allée parler à sa sœur pour lui demander si nous pouvons organiser une fête pour le 31 décembre. Ce soir, il a porté un pantalon noir, un beau t-shirt rouge, Lacoste. Moi, je portais une robe traditionnelle guinéenne. Et quand je l'ai vu, j'ai couru chez moi, me maquiller et mettre une robe beaucoup plus moderne. Il m'a invitée à danser, on a discuté et il m'a raccompagnée chez moi. Aujourd'hui, il vit en France, je ne pense plus à lui. C'était amour de jeunesse. Je viens d'une famille catholique traditionnelle et, globalement, j'ai bien vécu comme une femme. Mais il y avait quand même des différences. Par exemple, les filles lavaient tous les jours la vaisselle alors que les garçons sortaient juste les poubelles une fois par semaine. J'ai rencontré mon mari belge lors d'un voyage et une fois installé en Belgique, j'ai travaillé pendant 2 ans. Ensuite, on s'est mis d'accord pour que je reste à la maison, m'occuper des enfants, car il avait un travail stable. C'est un choix qu'on a fait ensemble. Au bout de quelques années, il a commencé à beaucoup voyager pour son travail et j'ai voulu reprendre des études. Mon mari m'a soutenue et aidée et j'ai pu travailler. Maintenant que nous sommes retraités, nous partageons davantage les tâches ménagères. Quand j'étais petit garçon, à 7 ans, mes parents m'ont fait connaître les secrets des grands. Ils m'ont appris que Saint-Nicolas n'existait pas et que les enfants ne naissaient pas dans les choux. Ils m'ont expliqué avec un livre comment on faisait des enfants. On disait qu'il fallait mettre le sifflet dans la prune de la fille. Mes parents tenaient à la pureté et à la virginité. C'était très important pour eux. Mon père disait toujours qu'une fille qui n'est plus vierge, c'est comme un œuf dont il ne reste que la coquille. On mettait en garde les garçons de ne pas écrire de lettres d'amour à une fille, car si celle-ci tombait enceinte, elle pouvait dire que c'était la faute du garçon, même si ce n'était pas lui. On devait se méfier des filles. J'ai rencontré mon premier amour à l'âge de 19 ans, lors de vacances au Maroc. On était voisins d'enfance. Après les vacances, nous avons communiqué par message et on s'est fréquentés. Mais ma tante s'en est mêlée. Elle a tout fait pour nous séparer. Elle me disait qu'il voulait se marier avec moi juste pour avoir les papiers, qu'il allait profiter de moi et qu'il n'avait pas d'argent. J'en ai eu assez de tout ça et j'ai arrêté notre relation. J'étais très triste. Aujourd'hui encore, je regrette cet amour et je pense encore à lui. Lors d'une soirée, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée amoureuse. Il a vu me poser et il est venu présenter à mon père. Mais mon père refuse, car il n'était pas originaire du même village que nous. Ce jour-là, mon père m'a dit « Tu veux te marier? Eh bien, je vais te donner un mari. » Je veux le choisir moi-même. Mais il a refusé. C'est lui qui m'a imposé mon époux. Ça a été un mariage forcé. J'ai décidé que je ne commettais pas la même erreur avec mes enfants. J'ai une fille à 19 ans et je lui ai laissé faire ce choix. Pour sa vie, je communiquais beaucoup avec mes enfants. Je trouve que les mères aiment plus leurs enfants que le père. À l'époque,
en Belgique, la sexualité était un sujet tabou. J'ai toujours craint l'amour, de tomber amoureuse et des conséquences que ça pouvait avoir. Un homme plus une femme égale un bébé. Je craignais d'être une femme. Je voyais toujours ma mère sévère et travailleuse. Et par mon éducation, je devais être une femme parfaite. Je suis féministe. Aujourd'hui, cela reste difficile de trouver sa place en tant que femme. Je pense que c'est aussi à la femme de modifier sa façon de voir les choses, car l'homme ne changera que quand l'éducation des hommes changera. J'ai reçu une éducation, la fille est dans ce monde pour servir l'homme. Au Maroc, j'ai vu mon père décide de tout. À la maison, on préfère quand mon père n'était pas là. Car quand il est là, quand il était là, et c'était comme une prison. On n'osait même pas regarder par la fenêtre. La présence de mon père nous faisait peur. Mon mari aussi voulait voulait tout décider. Mais j'ai voulu réagir en éduquer mes enfants de façon égale. J'ai été dure et cela a amené beaucoup de difficultés avec mon mari. Mais j'ai tenu bon. La tradition est difficile à changer. Cela a été un combat. Récemment, mon aîné m'a remercié pour l'éducation qu'il avait eue. Elle m'a dit, grâce à toi, on est bien. Je pense que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. En tant qu'homme, je suis gêné des comportements masculins du passé, du pouvoir qu'ils avaient pour tout décider et diminuer la femme. En revanche, j'adore voir leur changement de comportement avec leurs enfants dans le tram, le bus. Ils les embrassent, ils sont tendres, c'est chouette à voir. La génération de mes parents n'osait pas montrer sa tendresse. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Chaque jour que moi je vis. Nous partageons vos expériences de travail. À partir des années 2000, j'ai travaillé dans le centre de planning familial. Mon travail consistait à parler avec les jeunes d'amour et de sexualité. C'était parfois stressant car comme étant des sujets intimes. Je craignais de ne pas assez bien écouter en orienter ces jeunes. Je partais de leurs questions. Il y avait des questions fondamentales sur le sens de la vie de relation. J'ai été gendarme puis policier. En 1998, je me souviens de ma première affaire de mariage forcé. Je travaillais à l'époque dans le service spécialisé dans les plaintes et l'aide aux victimes. La victime était une jeune étudiante. Sa famille l'obligeait à se marier avec un Turc qui voulait s'installer en Belgique. La jeune fille a fini par quitter sa famille et le mari a été poursuivi. Maintenant, le mariage forcé est condamné par la loi, ce qui permet à la police d'intervenir, mais beaucoup de policiers ne sont pas formés à cela. J'ai étudié le stylisme à la Cambre. Et ma première expérience professionnelle a été de travailler chez Pierre Cardin, à Paris. J'ai beaucoup apprécié cette expérience. Un jour, mon patron m'a dit «
Tu peux défiler avec ce que tu as créé. Mon premier salaire, je l'ai offert à ma famille. Je leur ramenais des cadeaux de Paris. Je défilais entre Paris, New York, l'Allemagne. Quand je suis devenue mère, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai vécu cette période comme si j'étais dans une prison. À l'époque, au Maroc, la vie pour les pauvres était plus difficile, surtout pour l'école. Le matin, il arrivait qu'on aille à l'école sous la pluie et dans le froid, et quand on arrivait en classe, le professeur n'était pas là, et il n'avait pas prévenu. Cela arrivait souvent. Il y a 10 ans, j'ai arrêté l'école. Dans mon quartier, il y avait 2 sœurs qui donnaient des cours de couture. Ces cours étaient payants. Mais comme mes parents n'avaient pas d'argent, je faisais le ménage tous les matins chez ces dames. J'ai ainsi appris à faire de la broderie, des cafetans, pendant 2 ans. J'ai alors travaillé chez une voisine couturière. J'y allais de 9h à 20h. C'était de longues journées et j'étais payé 3 € la semaine. J'avais 12 ans. Le travail des enfants était autorisé. Dans les années 90, pendant les périodes de congé, je faisais chez moi des animations découvertes pour les enfants de 10 ans et 15 ans. Je leur enseignais avec plein d'exemples pratiques des notions de base sur le temps, le son, la lumière, l'électricité, la radio. J'ai adoré transmettre ces connaissances de physique. C'était valorisant pour moi. Je me suis mariée avec une Marocaine musulmane. Lorsque notre fille est née, la question de l'éducation s'est posée. Comment faire pour garder nos 2 cultures? Ma femme était d'avis que nous devions être d'accord devant elle. Pour moi, par contre, il fallait que notre fille sache que nous avions des avis différents et lui en expliquer les raisons. C'est alors à elle de choisir et de concilier nos points de vue. Nous avons adopté cette manière de faire et cela s'est très bien passé. Je suis née en Sicile et je suis arrivée à Paris à 8 ans avec mes parents. Plus tard, à l'école, j'ai voulu m'orienter vers les langues. C'était pour cela que je suis partie en Angleterre comme fille au père. J'y suis restée 12 ans et j'ai rencontré mon mari, un Allemand. Je l'ai suivi dans son pays, ce qui était formidable pour moi. C'était que j'avais une culture italienne, enrichie par la culture française, anglais et allemande. Mais tout ça fait quelqu'un qui n'a plus de racines. Je suis qui? C'est une richesse, mais aussi parfois une souffrance. Je suis en Belgique depuis 2018. Je suis arrivé un matin avec Binta, ma fille de 3 ans, et une valise. À l'Office des étrangers, on m'a donné un document avec l'adresse d'un centre en Flandre. J'ai dû y aller seul. Je ne savais ni lire ni parler et je ne comprenais pas ce qu'on me disait. La poignée de ma valise s'est cassée
Je l'ai porté sur la tête. Les gens me regardaient. J'ai fini par trouver le centre avec l'aide de personnes croisées dans la rue. J'y suis resté 5 mois. Cela a été dur. J'étais fatigué, je pleurais tout le temps, car je pensais à mes autres enfants restés en Guinée. Je suis née au Congo. Je me suis sentie dans ce pays comme c'était le mien. Je vivais parmi et avec des Congolais. J'allais jouer dans les huttes avec des enfants de nos voisins. Quand je suis venue en Belgique en 1969, j'étais réfugiée politique. Et ma mère ne voulait pas que nous parlions tchèque, car elle disait que le russe viendra nous chercher. À l'école, j'ai ressenti de la discrimination, car je relis les R. J'ai ne souffert jusqu'à mes 16 ans et j'ai dû prendre des cours de diction. Quand je tournais en Tchécoslovaquie, je me sens chez moi. Je me sens slave. C'est intégral. Ma langue revient. La Belgique, c'est un pauvre pays, mais je ne me sens pas à ma place. Mon enfant intérieur n'est pas belge, mais si je suis sur le papier. J'ai quitté le Maroc et ma famille quand j'avais 17 ans. Au Maroc, je faisais partie des gens pauvres. Si j'étais restée là-bas, je n'aurais pas aussi bien vécu qu'en Belgique. Ici, je suis étrangère. Là-bas, je suis étrangère. Mais j'ai construit mes racines en Belgique. Et aujourd'hui, je me sens bien. Quand je suis arrivée à Uccle, j'ai été bien accueillie. Aujourd'hui, j'habite au centre de Bruxelles et j'ai l'impression que les Belges ont quitté cet endroit car je n'en vois pas beaucoup. Cela fait 43 ans que je suis ici et ni moi, ni mes enfants n'avons vécu de discrimination. Ici, j'ai évolué, j'ai grandi. Quand j'étais en Guinée, je ne savais ni lire ni écrire. Je suis arrivée en Belgique seule en 2011. J'ai dû me débrouiller pour trouver un logement. À mon arrivée, je n'ai pas fréquenté ma communauté. J'ai plutôt côtoyé des personnes d'origine différente pour pratiquer le français. Ça n'a pas été facile. En Belgique, j'ai trouvé mon bonheur. Un mari et mes filles. J'ai fait aussi venir mon garçon de mon premier mariage. Je suis contente d'être aujourd'hui parmi vous et m'exprimer dans la même langue que vous et comprendre ce que vous dites. C'est très important pour moi. Voici venu le moment de raconter chacun ce en quoi nous croyons. Je partage le dogme anarchiste. Ni Dieu, ni maître. J'ai ma morale, ma conscience. Je n'ai rien transmis de religieux à mes enfants. Je me suis marié à la mairie, sans fête. Ce qui me donne la force de surmonter les difficultés, mes enfants. Je les ai mis au monde et je me sens le devoir de les protéger. Je crois en l'humanité et en ses valeurs. Mes parents m'ont appris la religion. Chaque matin, mon père partit à la mosquée car il était imam. Il nous réveillait tôt pour prier. Les hommes peuvent toucher le Coran, mais pas les femmes. Alors mon père recopie le Coran pour qu'on puisse apprendre à la maison. Mon mari venait d'une famille très catholique et donc j'ai fait baptiser mes enfants. Je suis même devenue catéchiste. J'ai voulu alors me renseigner davantage sur la religion, mieux comprendre et me former à la théologie. Mais on m'a dit que ce n'était pas l'affaire, que c'était l'affaire des hommes et pas l'affaire des femmes. J'ai commencé alors à me révolter. J'ai réalisé que dans les moments difficiles,
je m'en sortirai seul, et pas grâce à un Dieu. Croire en soi, savoir qu'on est unique et qu'on doit trouver la force pour s'en sortir, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants. Je suis sûre qu'il y a un Dieu. Quand cela ne va pas, Dieu me donne la force d'affronter cela. Dans ma religion, il est interdit de mentir, de voler. J'ai appris cela à mes enfants. L'islam te donne des règles pour éduquer des enfants. Respecter l'autre, c'est très important. Dans les médias, on donne une mauvaise image de l'islam. Par exemple, on montre des conflits entre les juifs et les musulmans. J'étais très croyant et le suis encore. Mais l'école m'a dégoûté de la religion catholique, car on nous obligeait à prier et à participer à toutes les messes. Vers 15-16 ans, je me suis intéressé à d'autres philosophies et spiritualités. Le bouddhisme et l'hindouisme me parlent bien plus. Ce que j'aime dans toutes les religions, c'est le côté mystique. J'aime aussi les églises pour l'ambiance. Je crois que c'est en soi qu'on trouve la paix et l'harmonie, entre autres par la méditation. Je vis ma religion comme quelque chose qui me rend libre. La religion catholique permet de pouvoir sortir de sa religion, de la quitter, et c'est important pour moi. Au départ, j'étais très catholique. Après, en me renseignant sur les sciences et l'histoire, je suis devenue athée. Quand je me suis mariée avec une musulmane, j'ai dû m'adapter, car je devais être musulman pour l'épouser. J'ai suivi des cours d'islam à la mosquée du Cinquantenaire. Cela m'intéressait d'apprendre une autre religion. Pour les 50 ans de ma femme, je lui ai offert un voyage à la Mecque. C'était une grosse erreur, car elle est revenue beaucoup plus stricte. Maintenant, elle met le voile, elle regarde les étiquettes des aliments. Ma femme dit qu'elle croit parce que cela lui fait du bien. Ce qui a le plus changé au cours de ma vie, les transformations technologiques. Je trouve que la numérisation a changé les rapports humains. Le point positif, c'est qu'on communique avec les personnes éloignées. Le point négatif, c'est qu'on est constamment dérangé par cette technologie. On doit répondre à des mails, à des messages. On doit faire attention aux virus. C'est angoissant, surtout lorsqu'on est plus âgé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ouverture des frontières des pays de l'Est. La fin du rideau de fer en 1989, suivi de la chute du mur de Berlin. Cela m'a fait beaucoup de bien, car j'ai pu aller voir ma famille et inversement. C'était un bonheur. L'évolution de la médecine m'a marqué. Quand j'étais enfant au Maroc, on tombait malade, mais il n'y avait pas de médecins. Il y avait des cliniques, mais accessibles uniquement pour les riches. Les gens pauvres ou souffrent jusqu'à la mort. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai vu qu'ici il y avait des médecins, des cliniques où tu es bien accueilli, même quand tu n'as pas d'argent. La télévision a changé le monde. Elle a permis de voir comment vivaient les autres. Cela a changé toute une économie, car certains ont aspiré à avoir la même chose que les autres. Maintenant, même dans les pays pauvres, les gens ont la télévision, alors qu'ils ont à peine le minimum vital. On n'en avait pas à la maison. J'en ai acquis une à mes 17 ans. Je l'ai achetée en kit et je l'ai montée moi-même.
Je trouve que l'arrivée du numérique est un changement énorme. C'est très utile. Et par exemple, je me sers de mon ordinateur pour apprendre de nouvelles choses, pour m'informer. Mais ce qui me fait peur, ce sont toutes ces fausses nouvelles qui circulent. Pendant le confinement, j'ai été confrontée à un tas de vidéos véhiculées sur Internet. Pour ou contre les vaccins, pour ou contre les décisions du gouvernement. Toutes ces polémiques ont blessé certaines de mes relations. C'était comme si on se battait à coups de vidéos. Chacun voulait avoir raison. Je remarque un changement au niveau des oiseaux et des insectes qu'on ne voit plus autant qu'avant. Je le remarque à la visière de mon casque après un trajet. Avant, il était plein de mouches. Aujourd'hui, il n'y en a quasi plus. De même, on voit moins d'hirondelles sur les fils électriques. La biodiversité diminue. Un grand changement pour moi, ce sont des réseaux sociaux. Quand je suis arrivée en Belgique en 2003, il n'y avait pas de WhatsApp. C'était juste des SMS avec 5 téléphones, clavier. C'était mieux à cette époque parce qu'on se parlait plus. Aujourd'hui, on sait ensemble ce sont être ensemble. Le soir, dans le salon, chacune reste sur son écran. Les gens savent tout sur tout le monde. Alors, dans notre groupe, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'enfance, de l'école, de la famille, être femme, être homme, des religions, des changements. Et la dernière séance, on a parlé, on a raconté, on a dit ce qu'on a pensé de toutes ces réunions. Au début, je me disais que je n'avais pas beaucoup de choses à raconter. Et puis, à chaque séance, j'ai apprécié de retracer ma vie. Après avoir écouté tout le monde, je me dis que malgré qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on est très gâté socialement et économiquement en Belgique. Au départ, je pensais que les témoignages allaient être des témoignages de gens riches. Et moi, je me sentais pauvre. Mais ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes tous pareils et simples. Chaque personne du groupe a montré que c'était possible de surmonter des situations difficiles et de faire le mieux possible pour y arriver. Cela donne confiance à l'être humain. Je me rends compte que je suis une privilégiée et que nous sommes plus soumises à nos maris, pères et frères. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule à avoir des problèmes. Nous avons tous des difficultés dans la vie. J'ai appris des choses sur les traditions et les cultures des autres. Je retiens que je dois apprendre à faire confiance aux autres, en l'humain et en la vie. J'ai appris cela ici. Et je suis étonné de tout ce que j'ai osé dire sur moi. Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure Un bon lecteur, lectrice. Il y a là la bordure, les distances, ton œil quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler le cerf-volant. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient.
se disant pourquoi pas. Il y a la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait